Nous sommes live sur Clubhouse, sur LinkedIn et dans le groupe Digital et Startup avec Jérémy Shore et Eudes. Vas-y Eudes, je te laisse démarrer. Jérémy, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tu es là Bonjour. aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou entendent parler des CPI, qu'on nomme aussi Pierre Papier. Je te laisse te présenter et nous parler justement des CPI. On a beaucoup de questions pour toi. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc moi je suis Jérémy Shore, directeur commercial de Prime Alliance et de bienprévoir.fr. C'est le même groupe aujourd'hui, deux entités avec des spécificités différentes. Bienprévoir.fr est un acteur plus généraliste de la gestion de patrimoine, spécialisé sur les placements financiers notamment, assurance vie, contrat de capitalisation, etc. Et Prime Alliance est un des acteurs majeurs sur la SCPI, puisque ça a été la première plateforme à se spécialiser sur ce sujet en 2010. Et donc effectivement, un acteur de référence aujourd'hui sur la pierre papier. Alors la SCPI, c'est de la pierre papier, mais il y a d'autres choses aussi dans la pierre papier. Il y a les OPCI, il y a les SCI, il y a le crowdfunding, il y a les foncières, etc. Je t'arrête une seconde, je précise à nos auditeurs, que ce soit Clubhouse, Facebook, LinkedIn. Donc sur Facebook et LinkedIn, vous cliquez sur le lien StreamYard pour apparaître avec votre nom. Si vous avez un commentaire, Jérémy en 2 minutes là, nous a donné 15 000 acronymes. Si vous ne comprenez pas, ce qu'on peut comprendre, vous posez la question, on y répondra. Donc posez vos questions. Continue Jérémy, merci. Et donc Prime Alliance se diversifie aujourd'hui sur les différentes formes d'investissement dans la pierre papier. En fait, pour faire très simple, c'est un investissement collectif en immobilier. Donc plutôt que d'avoir un investisseur, un épargnant qui va acheter un appartement pour en tirer des revenus, etc. On est à plusieurs associés, parfois des centaines ou des milliers d'associés, à arriver avec des moyens parfois bien inférieurs à ce qu'on nous demande quand on veut acheter de l'immobilier en direct, pour acquérir de l'immobilier qui sera géré par une société de gestion, donc par des professionnels de l'immobilier. Ils ont la charge de s'occuper des investissements, donc trouver les immeubles, trouver les locataires, faire les travaux, encaisser les loyers et redistribuent donc les loyers à tous les associés qui auront investi dans des parts de SCPI par exemple. Ok, c'est très clair pour l'introduction. Alors, on parle d'investissement. Quel montant minimum aujourd'hui peut-on investir pour se lancer dans les SCPI ? La SCPI, c'est un placement qui est très accessible et très souple puisqu'on peut investir à partir de 200 € à peu près pour acheter une part de SCPI. Donc on a tout type de clients, on a des clients qui investissent effectivement quelques centaines d'euros et qui le font de manière périodique puisque les SCPI se sont modernisés ces derniers temps et offrent l'accès aux épargnants à des investissements de manière périodique comme on peut le faire sur un contrat d'assurance vie ou sur un PEL par exemple. On a des investissements qui sont beaucoup plus importants et qui sont réalisés soit au comptant avec de l'épargne qui est déjà disponible ou par le biais du crédit, puisque aujourd'hui, on parle que de ça, des taux qui sont historiquement bas, etc. Et on encourage fortement tous les épargnants à avoir recours au crédit pour se constituer un patrimoine. D'accord. Donc, tu as parlé de recours à crédit. Donc, aujourd'hui, on peut investir dans des SCPI en faisant un crédit. Et comment ça se passe au niveau des taux sur les crédits ? Est-ce que ce sont des taux fixes? On les connaît à l'avance? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors, en France, de manière générale, on est adepte du taux fixe, contrairement à d'autres pays, notamment anglo-saxons. Et c'est une très bonne chose, puisque ça permet de figer un taux, surtout dans le contexte actuel où on connaît une inflation. Ça permet de fixer un taux qui est bas, pour se constituer un patrimoine immobilier qui, lui, en cas d'inflation, va prendre de la valeur puisque très généralement, il est indexé, les loyers sont indexés sur l'inflation, soit l'indice sur les loyers, soit l'indice sur la consommation. Donc, on a potentiellement un taux, un coût qui reste bas pour un patrimoine, lui, qui se valorise. D'accord. Au niveau des taux bancaires, on va être autour de combien? 2%? Oui, alors ça c'est un point qui est important de préciser parce que c'est vrai que dans la presse, on voit beaucoup de taux autour de 1%. Il faut faire la nuance entre un taux
qui est accordé pour acheter sa résidence principale et un taux qui est accordé pour faire un investissement locatif. Et c'est deux choses complètement différentes. On aura des taux nettement plus intéressants pour sa résidence principale. Et là, souvent, quand on a une bonne situation et une bonne capacité à rembourser, qui sera autour de 1%. En revanche, pour l'investissement locatif, on est souvent autour de 2%. Ce qui reste quand même très accessible, puisque je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on empruntait à 5%. Est-ce que tu peux préciser ça? Donc, en fait, je résume. Là, pour moi, c'est du nouveau. Je ne savais même pas qu'on pouvait emprunter pour du SCPI. Je veux acheter donc 200 €, placer 200 € chez toi que je n'ai pas. On va me prêter 200 € ou est-ce que je vais devoir faire un apport comme pour l'investissement locatif? Non, alors ça dépend des offres. Aujourd'hui, on a une offre à crédit. Vous le savez, les banques n'ont pas toutes les mêmes offres et selon le profil de l'investisseur, les offres peuvent différencier. C'est-à-dire qu'un locataire n'aura pas forcément accès aux offres qu'on pourra avoir pour un propriétaire, par exemple. Il y a des banques qui aiment bien prêter que à des gens qui sont déjà propriétaires immobiliers, d'autres qui vont plus cibler les locataires et donc potentiellement plus jeunes. En fonction des différents profils, nos conseillers sont là pour justement guider le client dans son investissement et lui proposer les offres qui seront accessibles. On a deux types d'offres aujourd'hui. Il y a des offres où effectivement il faut faire un apport, généralement de 10% de l'investissement. Donc pour un investissement à 50 000 €, on va vous demander 5 000 € d'apport. Et d'autres offres où on peut financer 100% du montant investi, même entre guillemets le 110% qu'on entend souvent dans l'immobilier, qui comprend les frais annexes, à savoir frais de dossier, frais de courtage, frais de garantie, etc. Donc attends, aujourd'hui, en 2022, tu as encore possibilité de trouver des banques qui font des prêts. Donc, on t'appelle au téléphone, Jérémy, sur des SCPI que tu vends toi, on peut emprunter à 100%. Exactement. C'est fou, quoi, parce que c'est complètement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est complètement contraire à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Ouais. On n'était pas au courant de ça. Hein. Même nous qui traînons nos basques, entre guillemets, dans toutes les rooms immobiliers, un peu partout, on n'est pas au courant de ça. C'est juste génial. Donc, tu peux te constituer un patrimoine aujourd'hui, partant de zéro, donc tu vas emprunter à 2%. Et la next question, c'est la rentabilité du placement, il va être à combien à peu près? Alors, de manière générale, les SCPI ont un rendement moyen qui est autour de 4%. 4,18 en 2021. Ce taux devrait, en 2020, pardon, le taux de 2021 n'est pas encore connu parce qu'on n'a pas tous les résultats définitifs arrêtés à fin décembre, mais on sera autour de 4,30 à peu près. Ça, c'est ma rentabilité locative. Maintenant, quand on fait un investissement immobilier, on parle souvent d'un TRI, le taux de rendement interne de l'opération, c'est-à-dire que me rapporte l'argent que moi j'injecte dans l'opération. Donc moi, Jérémy, si je fais un prêt qui me coûte 200 € par mois, je regarde à la fin ce que m'aura généré comme capital, c'est 200 € par mois. Et souvent, ce TRI prend tous les éléments financiers en compte, c'est-à-dire est-ce que j'ai fait un apport ? Quelle est la somme que je rembourse tous les mois? Quels sont les loyers que j'encaisse? Et quelle est la fiscalité que je vais payer sur mes loyers? Puisque quand on achète des SCPI, c'est de l'immobilier, donc on rentre dans la fiscalité immobilière. Et selon sa tranche marginale d'imposition, on va payer plus ou moins d'impôts. Et donc ça va prendre tous ces aspects-là en compte pour me calculer ce que j'aurais payé finalement à la fin et ce que ça m'aura rapporté. Et donc en termes de TRI, on est souvent entre 4 et 7% de TRI sur une opération comme celle-ci. Chapeau. Merci Jérémy. Alors, une fois que j'ai investi, est-ce que mes SCPI ont une durée de vie? Est-ce que je peux les garder tout le temps? Est-ce qu'elles arrivent à terme ou à échéance? Je ne sais pas comment on dit à un moment. Attends, juste une question. Quand tu dis est-ce que j'ai investi? Moi, ça ne me parle pas. On investit dans des parts comme des actions. Oui. J'ai investi quoi? J'achète des parts. Donc en fait, pour faire simple, une SCPI, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement immobilier. Je peux rentrer à n'importe quel moment. J'achète des parts dans une société de gestion qui existe déjà et qui a déjà constitué une SCPI. Ce n'est pas un fonds qui est fermé, on n'a pas une fenêtre de tir de quelques semaines ou quelques mois. Le fonds, il y a des SCPI qui existent depuis plus de 50 ans. Et ça n'empêche pas de pouvoir encore y rentrer aujourd'hui. Donc j'achète des parts dans cette SCPI. La société de gestion gère le parc immobilier. Donc moi, ça me permet de savoir, où je mets mon argent. Est-ce que c'est une SCPI qui est plutôt constituée d'immobilier de bureau, de commerce, d'hôtels, d'actifs qui sont liés à la santé, ou alors de l'immobilier résidentiel. Donc ça, je le sais avant d'y rentrer et je choisis ma stratégie d'investissement.
Ensuite, je sais si je vais investir plutôt en France. Et en France, est-ce que c'est de l'immobilier parisien? Est-ce que c'est de l'immobilier régional? Ou est-ce que j'investis à l'étranger? Parce que de plus en plus, les SCPI sont diversifiés et investissent de plus en plus dans la zone euro, Allemagne, Belgique, Irlande, Pays-Bas, etc. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos clients, dans la majorité des cas, c'est qu'on fait une allocation qui est diversifiée. On va leur proposer d'investir sur plusieurs SCPI de manière à investir sur toutes les classes d'actifs de l'immobilier, bureau, commerce, santé, logistique, résidentiel, etc. Et un petit peu en France et aussi à l'étranger, de manière à diversifier le maximum possible pour mutualiser les risques et pour créer un portefeuille immobilier qui sera à la fois sécurisé et performant. Merci Jérémy. Je ne sais pas si tu avais une autre question. Samuel, si c'est Non, clair. vas-y, je te laisse parler. Et donc, je réponds maintenant à la question de Eudes qui était: est-ce que mes SCPI ont une durée de vie? Généralement, non. Les SCPI elles n'ont pas de durée de vie. On dit souvent qu'on a tendance à mourir avec ces SCPI. Pourquoi? Parce que contrairement à de l'immobilier classique où j'achète un appartement, la durée moyenne de détention d'un appartement quand c'est du locatif, c'est 12 ans à peu près. Au début, tout se passe très bien, et puis à un moment donné, je vais avoir des travaux à faire, il faut que je change de locataire, j'ai un locataire qui ne va pas me payer, etc. Donc, je vais rencontrer quelques difficultés tout au long de la vie de mon investissement, et à un moment donné, je vais être fatigué et je vais avoir envie de le revendre, ce bien. Sur les SCPI, j'ai un petit peu de travail à faire avant d'investir, qui est relativement facile, surtout si c'est en cash. Si c'est à crédit, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on va constituer un dossier, donc c'est un petit peu de paperasse administrative. Mais une fois que j'ai fait mon investissement, je ne m'occupe de plus rien. C'est la société de gestion qui fait tout. Et moi, tous les trimestres, j'ai un loyer qui tombe sur mon compte. Donc la durée de détention moyenne sur les SCPI, elle est supérieure à 20 ans. Donc quand j'ai des SCPI, je les garde beaucoup plus longtemps qu'un appartement que je détiens en direct. Parce que c'est plus facile. Alors, tu as parlé de loyer, donc qui était versé de manière trimestrielle, durée égale à 20 ans. Donc, est-ce qu'on va être sur une stratégie plus où on va protéger le capital investi, ou alors sur une stratégie de rente, finalement, où on va toucher de l'argent? Enfin, les clients que tu as sont plus sur quelle stratégie en termes de... Les SCPI, on peut quasiment tout faire avec les SCPI parce que on n'a pas de client type aujourd'hui. Ça va concerner tout type de client. Je peux être jeune et avoir envie de me constituer un capital pour plus tard et des compléments de revenus pour plus tard parce que j'ai aujourd'hui une situation financière confortable, j'ai pas besoin de me rajouter des revenus, d'autant plus que ça me générerait une fiscalité, donc j'en ai vraiment pas besoin, donc je peux repousser la jouissance de ces parts, soit parce que je vais acheter en démembrement de propriété, et ça on peut peut-être le détailler après, soit parce que je vais loger ces parts dans un contrat d'assurance vie, soit parce que je vais acheter à crédit. Ou au contraire, je suis très proche de la retraite ou je suis jeune retraité, j'ai perdu sur ma qualité de vie parce que mes revenus ont fortement baissé, et dans ce cas-là, je vais acheter mes parts en direct pour bénéficier immédiatement des loyers, pour compléter justement cette baisse de revenus que j'aurais subie. D'accord. Mais si je décide de revendre mes SCPI, est-ce que c'est un produit qui est très liquide par rapport à l'immobilier traditionnel? Comment ça se passe? Non, alors par définition de l'immobilier, c'est pas liquide. Donc on peut jamais dire qu'un produit comme celui-ci est liquide. Néanmoins, ce qu'on constate aujourd'hui dans les faits, c'est que quand tout va bien, c'est liquide. Maintenant, si je fais un bond en arrière d'une vingtaine d'années, dans les années début des années 90, quand il y a eu une crise importante sur l'immobilier en France, les parts de SCPI n'étaient pas liquides du tout. Personne ne pouvait sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à l'offre à la demande. Si j'ai aujourd'hui plein d'investisseurs qui veulent faire de la SCPI, le jour où je veux revendre mes parts, ça pose aucun souci. J'envoie un courrier à la société de gestion dont je suis associé. Je lui dis, voilà, je souhaite céder X parts. Alors, l'avantage de la SCPI, c'est qu'on peut vendre tout ou partie de ses parts, contrairement à un appartement où, quand on le revend, on le revend dans son intégralité. Si j'ai 100 parts de SCPI, je peux très bien décider d'en vendre 10, 20, 30, 50 ou la totalité. Et donc, aujourd'hui, pour 95% des SCPI, si je veux revendre mes parts, le mois d'après, j'ai l'argent qui est sur mon compte. Je dis 95 parce que si, et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, je suis dans une SCPI qui ne collecte pas d'argent,
elle ne pourra pas céder mes parts parce qu'il n'y a personne en face pour les acheter. Donc là, je risque d'attendre 3 mois, 6 mois, parfois plus. D'où l'intérêt aussi là de diversifier, parce que si j'ai acheté 5 ou 6 SCPI, si demain je veux tout revendre, si j'en ai une qui est bloquée, au moins je peux récupérer les 4 ou 5 autres. Quand tu dis une SCPI qui ne collecte pas le loyer, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, on a le Covid et des commerces fermés et elle n'a que des commerces comme locataires. C'est ça par exemple? Alors, non, quand je dis collecte, c'est pas le loyer, pardon, c'est l'argent des investisseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'associés qui souhaitent acquérir ces parts de SCPI. Oui, c'est comme en bourse. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est ça, pas de demande, exactement. Ok. Exactement. Mais par contre, Samuel, tu as raison, c'est lié complètement à la stratégie d'investissement de la SCPI. En l'occurrence, les SCPI qui sont un peu scotchées aujourd'hui sur le marché, c'est celles qui ont investi soit très fortement sur le commerce ou très fortement sur l'hôtellerie. Et donc, elles ont connu des baisses de performance en 2021 parce que justement, soit c'était des hôteliers ou des commerces fermés, parce que dans le commerce, il faut aussi faire le distinguo entre tout ce qui est commerce essentiel et qui a très bien fonctionné, même pendant les périodes de confinement, l'alimentaire notamment, et les commerces non essentiels, l'habillement, etc., qui a moins bien fonctionné. Et donc là, ils ont collecté moins de loyers. Donc ils ont collecté moins de loyers, ça veut dire que leur rendement a diminué et potentiellement le prix de la part a aussi diminué. Et donc forcément, ça attire un peu moins d'investisseurs aujourd'hui. C'est pour ça que celui qui détient des parts aujourd'hui de ces SCPI-là peut difficilement en sortir. D'accord. Donc finalement, Jérémy, les SCPI sont sensibles un peu comme un actif immobilier physique aux crises qu'il peut y avoir sur un marché. En revanche, comme c'est diversifié, on est moins exposé. C'est exactement ça, on suit les mêmes cycles que l'immobilier classique, mais j'ai des SCPI où j'ai 300 immeubles et 600 locataires. Donc quand j'ai 3 locataires qui ne payent pas, je le sens même pas en fait. Généralement, les SCPI, quand elles ne sont pas toutes récentes, parce que les toutes récentes qui viennent de se créer, qui détiennent 5 actifs, forcément elles ont un taux d'occupation qui est de 100%. Par contre, quand j'ai 300 immeubles, j'ai forcément un taux de vacances. Parce que j'ai des locataires qui s'en vont, il faut que je les remplace, j'ai des immeubles dans lesquels il faut faire des travaux, donc il faut les vider en attendant de faire les travaux avant de les relouer, etc. Donc les très bonnes SCPI, elles ont un taux d'occupation entre 90 et 95%, ce qui leur permet de générer ce fameux rendement à 4, 4,5. Et donc là, je ne vais pas sentir quand j'ai un locataire qui va partir si je suis très diversifié. Contrairement à un bien immobilier où tout mon risque dépend de ce seul bien immobilier. Et donc aujourd'hui, on a des SCPI qui sont très diversifiés, qui peuvent avoir au sein d'un même fonds du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de la santé, de la logistique, etc. Ou ce qu'on remarque de plus en plus sur le marché de la SCPI, c'est des SCPI très spécialisés, 100% logistique par exemple, 100% investis sur la santé, 100% investis sur le bureau. Et donc on va, nous on apprécie ça parce qu'on va pouvoir faire une allocation très diversifiée à nos clients en choisissant des thématiques bien spécifiques. D'accord. Donc pour résumer, en fait, il y a plusieurs types d'actifs, donc santé, bureau, résidentiel, commerce. Vous avez, je pense, vous êtes organisé avec des spécialistes sur chaque domaine. Et aujourd'hui, est-ce qu'en tant que client, on peut choisir si on a une appétence sur un marché ou alors d'office, par sécurité, on diversifie pour nous les investissements? Non, on est là pour accompagner le client et lui expliquer un peu les avantages, les inconvénients de chacune des stratégies, mais c'est bien le client final qui prend la décision là où il a envie de placer son argent. On est là pour mettre en garde quelqu'un qui voudrait arriver, et ça arrive souvent, hein, on parle de plus en plus de SCPI dans la presse, c'est un placement qui se démocratise, et donc quand on a fait quelques recherches sur Internet en amont, on peut se dire, bah tiens, j'ai plusieurs fois vu le nom de cette SCPI en haut des classements par exemple, j'ai envie de mettre 100 000 € sur cette SCPI. Et donc là, ça sera le rôle de nos conseillers, de leur dire attention, 100 000 € sur une SCPI, c'est peut-être un peu risqué, je vous suggérerais plutôt de diversifier sur 3, 4, 5 SCPI de manière à diluer un peu le risque. Mais si le client veut investir et qu'il a bien compris quels étaient les risques, il peut tout à fait le faire. En tout cas, nous, on a quand même ce rôle de conseiller en gestion de patrimoine et donc de conseiller nos clients pour l'amener à générer le moins de risques possible. Mais on n'a pas d'allocation type, on s'adapte à toutes les demandes de nos clients. On a évidemment constitué des portefeuilles avec
des spécificités. Par exemple, les clients qui sont fortement fiscalisés aujourd'hui, on va naturellement les diriger sur des SCPI qui investissent plus à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage fiscal à investir sur des SCPI qui ont des immeubles à l'étranger. Il y a une règle fiscale en fait qui dit que la SCPI, elle va payer l'impôt dans le pays où sont situés les immeubles. Et donc, pour vous donner un exemple, si j'ai une SCPI qui détient que des immeubles en Allemagne, la SCPI va payer sa fiscalité en Allemagne. Et l'associé qui est en France, lui, il ne va pas repayer d'impôts. Il n'y a pas de double imposition. Donc fiscalement, il sera nettement avantagé par rapport à une SCPI qui détiendrait 100% de ses immeubles en France. Donc pour les investisseurs qui ont une forte fiscalité, on va très souvent leur conseiller un portefeuille composé de 3, 4, 5 SCPI qui sont très majoritairement investis à l'étranger. Après, on a de plus en plus de clients, notamment les jeunes, la génération Y, qui est très soucieuse de regarder où va l'investissement et qui veulent faire de l'investissement socialement responsable. Et donc, on a composé des allocations avec des SCPI qui ont obtenu le label ISR et qui ont pour vraie préoccupation de s'intéresser soit à l'environnement, soit à l'aspect sociétal, soit à la gouvernance. Donc voilà, on a des allocations sur plusieurs thématiques qu'on peut proposer à nos clients, mais dans le quotidien, on fait du sur-mesure. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais des taux de rendement. Tu avais dit on est autour de 4,18 sur la dépassée. Est-ce que ces taux tiennent compte des... Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous avez des frais de management. Et je crois qu'il y a des frais lorsque l'on entre entre 8 et 10%, c'est ça? 8-12%. Est-ce que tu peux développer sur cette partie? Sur une SCPI, alors il y a deux types de frais. Il y a la commission de souscription qu'on constate réellement que à la sortie finalement, parce que je vais acheter une part moi à 200 €. Si elle me propose un rendement de 5%, je vais bien toucher 10 €. Donc deux fois 5 € tous les ans. Par contre, sur le papier, ma part, elle est valorisée à 180 parce que j'ai 10% de frais. Et le jour où je la revends 200 moins 10% de frais, si la part n'a pas évalué. Et ensuite, j'ai les frais de gestion. Les frais de gestion qui servent à payer la société de gestion pour le travail qu'elle fait au quotidien, sa proximité avec les locataires, la recherche d'immeubles, l'encaissement des loyers, les travaux, etc. Mais ça, pour l'investisseur, c'est complètement transparent puisque les rendements qu'on communique, le fameux 4,18 de taux de distribution sur valeur de marché pour 2020, il est net de frais de gestion. Donc dans les rendements, celui qui est communiqué, c'est ce qu'aura l'associé sur son compte à la fin de l'année. D'accord. Ok. Autre question. Est-ce que la valeur de marché des actifs derrière les SCPI est réévaluée régulièrement? Et de quelle manière ça impacte finalement, moi, mon portefeuille? Oui. Alors, avant, je disais, il y a deux sortes de frais sur les SCPI. Il y a aussi deux facteurs de performance sur la SCPI. Le premier, c'est le rendement, c'est-à-dire les revenus qu'on touche tous les trimestres ou tous les mois selon les SCPI, et la valorisation du prix de la part. C'est un peu comme un bien immobilier classique, hein. J'achète un studio à Paris, je le loue 700 € par mois, ça c'est mon rendement, mais s'il prend 10% par an ou 5% par an, c'est un deuxième facteur de performance. Sur les SCPI, c'est pareil. On va aussi constater des hausses ou des baisses, selon les périodes, sur le prix de la part, et donc ça peut influer bien sûr ma performance globale. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a des nouvelles règles sur le marché de la SCPI. On va communiquer à partir de 2022 sur deux indicateurs, c'est le taux de distribution, donc les loyers que j'ai touchés, et la performance globale qui prendra également en compte la valorisation du prix de la part. Donc, attends, je reviens sur cette histoire de tout à l'heure de banque qui te prête. Comment, demain, je veux investir, ça me travaille, hein. Je veux mettre 200 chez toi. J'ai pas ces 200. Donc, tu me dis, la banque va prêter potentiellement. Comment elle va nantir? Est-ce qu'elle va nantir les parts? Comment elle va s'assurer que demain, je ne revends pas et je ne paye pas le prêt et je me fasse la malle à l'étranger, tu vois, un truc comme ça? Sur quoi ils vont? C'est toi qui vas leur dire, bah voilà, la SCPI, c'est un tel. Explique-nous un peu plus, s'il te plaît. Alors, effectivement, avant d'aller voir la banque, on a déjà constitué un dossier, on a choisi ensemble les SCPI. Nous, nos conseillers se sont bien sûr assurés de la solvabilité des clients.
investisseur. Si on vient me voir en me disant je suis au chômage, j'ai aucun revenu et j'ai absolument pas d'épargne, je veux faire un crédit, forcément on va pas pouvoir aller plus loin. Les voyants sont rouges. Exactement. Okay. Par contre, si on a un dossier qui est tout à fait solvable et recevable pour un établissement de crédit, on va mettre en place une allocation d'actifs et ensuite on va mettre en relation donc avec l'organisme prêteur. Et l'organisme prêteur, dans la grande majorité des cas, va prendre comme garantie le nantissement des parts. C'est-à-dire que demain, si tu as fait un prêt pour acheter des parts, tu ne peux pas les revendre sans en informer la banque et c'est la banque qui va faire la revente des parts, qui va se rembourser et qui te donnera le capital restant dû. Et l'organisme prêteur, c'est le mien ou est-ce que c'est des organismes prêteurs avec lesquels tu travailles toi ? Il y a les deux. Aujourd'hui, il y a des clients qui passent par leur banque parce que ils ont très bonnes relations avec leur banquier et ils sont tout à fait prêts à leur financer des lignes de SCPI. Mais généralement, les banques aiment bien financer leur propre SCPI et pas celle des Ma question, copains. parce qu'en général, on te propose, pour moi, c'est un monde, pour nous, c'est plutôt un monde entre guillemets opaque. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grande visibilité là-dessus et tu as un banquier ou un CGP qui va te proposer ses produits. De la discussion qu'on a là, j'ai l'impression que toi, tu as un vaste panel, que c'est comme si on était sur un étal de marché. Toi, tu as tout le choix. Tu as les carottes, les pommes, les machins, tu en as beaucoup. Alors que le banquier, il n'a que ses produits. L'assureur, il n'a que ses produits. Donc, c'est mon feeling, d'où ma question. Voilà. Oui, c'est effectivement ce qu'apprécient nos clients, c'est qu'on travaille, comme on dit dans notre métier, en architecture ouverte. Ça veut dire que nos conseillers, ils n'ont pas intérêt à proposer plus la SCPI A que la SCPI B ou la SCPI C. C'est selon leurs convictions et selon les besoins et les objectifs de nos clients. Donc, on a une offre qui est extrêmement large. Nous, on travaille avec presque toutes les SCPI du marché. On a plus d'une centaine de SCPI qui sont référencées sur le site de Prime Alliance. Et en fonction des besoins du client et de ses objectifs, on va lui conseiller effectivement des SCPI. Et c'est vrai que pour revenir sur la question du crédit, la banque, souvent, elle n'a que son produit maison et donc elle va proposer son produit maison. Est-ce que c'est le meilleur ou pas? On ne sait pas. Donc c'est pour ça que les gens aiment bien passer par des acteurs un petit peu indépendants parce que nous, on peut, de manière assez transparente, dire à un client que cette SCPI-là, elle est bien ou que l'autre est moins bien et lui expliquer pourquoi. Alors que quand on n'a que un ou deux produits à vendre, forcément, on va trouver qu'ils sont bien. Mais donc tes clients, enfin vos clients Prime Alliance, c'est du client final ou c'est du CGP? Qui vient chez vous? C'est qui les clients? On fait les deux. On a les deux. On a un réseau de conseillers en gestion de patrimoine, salariés chez Prime Alliance qui conseillent une clientèle B2C, donc des épargnants, des clients finaux, des investisseurs. Et on a également une population de conseillers en gestion de patrimoine qui viennent chez Prime Alliance pour profiter de l'offre que nous avons, puisque ça prend du temps de mettre en place tous ces nouveaux partenariats. Il faut rencontrer les sociétés de gestion, il faut analyser leurs produits. Ensuite, il y a toute une partie administrative pour se faire référencer, etc. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on est seul ou quand on n'est pas assez bien staffé, on n'a pas forcément envie de passer beaucoup de temps, c'est assez chronophage, sur la mise en place d'une offre. Donc, ils viennent chez nous pour l'offre, mais surtout pour bénéficier de notre expertise, puisque comme on fait partie des acteurs référents un peu sur ce marché, là, on rencontre, et d'ailleurs là on est en plein dans cette période-là, on rencontre toutes les sociétés de gestion, on fait le bilan de l'année écoulée, les perspectives de l'année à venir, on regarde vraiment dans le détail quelles ont été les acquisitions, les arbitrages, pourquoi on a acheté tel immeuble, etc. Donc on a toutes les dernières informations des SCPI qu'on conseille et qu'on commercialise, et donc on met à disposition de nos partenaires CGP qui travaillent avec Prime Alliance ces informations-là. Top. Ouais, parce que pour nous, c'est un monde très opaque et tu vois, un regard client. Moi, je suis à Marseille. À Marseille, on a vu les affaires. Tu as connu Maranatha, j'imagine. Tout à fait. Les histoires de tous les entre guillemets club deal, les CGP qui apportaient beaucoup à Maranatha. Aujourd'hui, ils ont quelques soucis. Alors, il y avait des risques, ça, ils informaient leurs clients, mais il y en a qui ont continué de vendre malgré tout ça. Donc aujourd'hui, il y a des procès en cours. Et ça, donc c'est d'un regard extérieur épargnant, si tu veux, je te dis, on a toujours cette méfiance des CGP, de est-ce qu'il est sérieux, pas sérieux, et c'est la complexité du truc, si tu veux. Ça, il y a un indicateur quand même qui est déjà important et qui permet d'éviter ça, c'est quand on travaille avec un CGP qui n'est pas intéressé sur la marge que va générer le cabinet. Parce que souvent, les solutions type Maranatha, Aristophil et tous les scandales qu'il y a eu, c'est des solutions qui sont
très très rémunératrice pour le cabinet. À l'époque, forcément, on nous avait proposé Maranatha dans une vie antérieure. On regarde le produit sur le papier, ça a l'air sexy. On vous propose une commission qui est très importante. On commence déjà à se dire, ah tiens, c'est un petit peu suspicieux. Plus que sur les autres produits, tu veux dire. Exactement, exactement. Alors c'est vrai que le CGP qui est un peu isolé, qui est tout seul dans son coin, peut-être que lui, ça va l'intéresser, ça, parce que c'est très rémunérateur, pardon, et rapidement. Quand on est dans une structure comme la nôtre, on a mis en place un modèle qui, et c'est une vraie volonté justement, va permettre au conseiller de choisir les produits qu'il a envie de vendre à son client parce qu'il a des convictions dessus et pas parce que ça va lui générer une commission supplémentaire. Ouais, donc, autrement dit, il faut se méfier, encore une fois, de l'argent qui arrive trop facilement et trop vite, quoi. C'est ça? C'est ça. Vas-y, Eudes, si tu veux. Yes, Jérémy, en faisant mes recherches, j'ai vu que les sociétés de gestion avaient des stratégies qui s'appellent Core et Core Plus. Est-ce que tu peux en parler pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, ben après ça c'est un dialecte d'asset manager, etc. En fait c'est la qualité de l'immobilier qu'on va intégrer dans la SCPI. Et tout ça en fait c'est lié après à la stratégie, à la volonté de la société de gestion, à la performance qui est recherchée. Pour faire simple, si j'ai une SCPI qui achète que des beaux immeubles haussmanniens dans Paris, sur les belles avenues, avenue de l'Opéra, rue La Boétie, boulevard Malesherbes, etc., je ne peux pas m'attendre à ce que ça me génère du 8% de rendement, forcément. Maintenant, si je cherche du rendement ben, je vais devoir sortir de ces grandes artères-là et aller chercher un peu des immeubles en périphérie pour aller chercher plus de rendement. Plus l'immobilier est qualitatif, généralement, plus le rendement est faible. Et donc, je vais essayer de mixer en fonction de la direction que j'ai envie de donner à mon fonds. Est-ce que je mets que du core plus, du value add, etc. Donc, c'est la notion de qualité du patrimoine qu'on va intégrer dans le portefeuille. D'accord. Et depuis tout à l'heure, tu parles d'immeubles et de patrimoine. Et finalement, l'argent qu'on gagne, c'est les loyers que vont payer les locataires. Oui. Et ça, du coup, vous avez des équipes dédiées qui sélectionnent les locataires, etc. Comment ça se passe? Comment vous êtes organisé là-dessus? Alors, ça, c'est pas Primalliance, ce sont les sociétés de gestion, puisque nous, on est uniquement distributeurs. Donc, on a sélectionné, nous, des sociétés de gestion, La Française, Perial, Sofidi, etc. Et eux ont des équipes en interne, des équipes qui sont spécialisées sur l'investissement. Donc, ils vont regarder les localisations des immeubles, les prix, et ils vont décider d'y aller ou pas s'ils pensent que c'est une bonne opération. Et ensuite, il y a la partie asset qui, elle, a pour rôle d'occuper l'immeuble et de faire encaisser les loyers. Et donc, évidemment, soit on achète un immeuble qui est déjà occupé, et dans ce cas, ça peut être intéressant d'y aller parce qu'il va être loué à un prix qui est inférieur au marché. Et donc, comme dans l'immobilier professionnel, contrairement à l'immobilier résidentiel, le prix de mon actif, il est très souvent lié au loyer que j'encaisse, pas au prix au mètre carré. J'achète un appartement à Paris, je vais regarder le prix au mètre carré, et je vais regarder si je paye trop cher ou pas assez cher. Sur de l'immobilier professionnel, c'est le loyer que je vais encaisser qui va faire la différence. Donc si j'ai un loyer de marché qui est à 500 € par mètre carré par an, alors que le marché est plutôt à 650, je sais qu'en achetant cet immeuble-là, je vais pouvoir faire de la création de valeur parce que le jour où je renouvelle mon bail, je vais forcément monter le prix de mon loyer et donc mécaniquement, ça va augmenter la valeur de mon immeuble. D'accord, c'est très clair, c'est super intéressant en plus cette partie. Du coup, donc pour faire des bonnes affaires, vous êtes obligé de comprendre le marché, ses évolutions, la sociologie des quartiers, voir quels quartiers vont évoluer rapidement pour être sûr de proposer des immeubles ou des biens qui sont en adéquation avec les attentes des clients. Est-ce que vous développez des technos particulières en interne ou c'est vraiment un travail de fourmi qui est fait par des personnes? Alors, je pense que de plus en plus, les sociétés de gestion sont équipées effectivement avec des logiciels et de la techno qui leur permettent d'analyser les évolutions de quartier à venir parce que les sociétés de gestion, elles sont constamment dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu en 2020, quand est arrivée la crise sanitaire liée à la Covid, le bureau c'est mort, le commerce c'est mort, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que, les SCPI ont extrêmement bien résisté puisque il n'y a quasiment pas eu de baisse sur le rendement, très peu de variations sur les prix, les valorisations. Pourquoi? Parce que les sociétés de gestion,
elles ont pour seul objectif de générer le loyer le plus important possible. Pour générer le loyer le plus important possible, il faut avoir des actifs qui répondent à une demande. Aujourd'hui, quand on cherche des bureaux pour loger sa société, on veut que ce soit près d'un métro, on veut qu'il y ait la clim, on veut qu'il y ait des salles de réception. Enfin, de plus en plus, les espaces communs doivent être sexy pour attirer aussi les salariés. Hein. On donne toujours l'exemple de Google, mais c'est vrai que tout le monde a envie d'aller bosser chez Google parce qu'il y a un baby-foot, des salles de repos, etc. Bon, alors, c'est pas comme ça dans toutes les entreprises, mais on a besoin d'avoir des bureaux sexy, ou pour recevoir des clients, ou pour fidéliser aussi ses salariés. Et les sociétés de gestion sont constamment au fait de ces choses-là. Hein. C'est quand même des vrais experts, des vrais professionnels de l'immobilier qui travaillent dans ces sociétés de gestion-là, et elles analysent le marché, effectivement, et les zones à fort potentiel, et elles se séparent des zones qui sont plutôt délaissées. Aujourd'hui, on parle beaucoup de métropolisation, et c'est vrai qu'on constate que, même s'il y a eu, avec encore une fois la crise sanitaire, des gens qui voulaient un peu quitter Paris pour respirer un peu, avoir une maison avec un jardin, etc., mais on se rend compte que c'est pas la grande majorité, et que la grande majorité des gens, et en tout cas c'est ce qui va se passer dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, c'est qu'on va avoir une métropolisation très forte, avec une concentration et une densité beaucoup plus forte dans les grandes métropoles. Donc, pour répondre à ta question, les sociétés de gestion travaillent effectivement sur ces facteurs-là. L'immeuble, il va être détenu 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on a besoin qu'ils répondent à cette norme-là. Et de plus en plus, elles regardent aussi des actifs qui sont transformables. Hein, c'est-à-dire qu'un immeuble de bureau aujourd'hui, certes, il peut être intéressant, mais est-ce que demain, si ce marché-là n'est plus un marché de bureau, est-ce que je peux le transformer en logement, et est-ce qu'il va y avoir de la demande locative sur cette zone-là? Donc, tous ces aspects-là sont pris en compte par les sociétés de gestion, pour ne pas se retrouver avec un actif sur les bras qui ne peut plus être utilisé, ne peut plus être loué, et qui serait revendu à perte. D'accord, ah oui, c'est parfaitement clair, merci. On sait aujourd'hui que le secteur du BTP, c'est 44% de l'énergie consommée en France, 120 millions de CO2 consommés, et il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent investir durable. Vous, quand vous du coup récupérez des immeubles, comment vous pensez les travaux, la réfection, au global, comment vous essayez d'intégrer ces paramètres d'immeubles un peu plus économes en énergie, etc., avec la rentabilité? Alors là, je ne pourrais pas répondre précisément à ta question, puisque nous, on ne gère pas les immeubles, hein, comme tu l'as compris, c'est Ah vraiment oui, les sociétés de gestion. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est de plus en plus présent et qui est dans les préoccupations quotidiennes des sociétés de gestion. En fin 2019, quand est arrivé sur le marché le label ISR, en fin 2020, pardon, on a fait un sondage auprès de nos partenaires, les sociétés de gestion. Il y a 85% des sociétés de gestion qui allaient ou souhaitaient postuler pour le label ISR. C'est une vraie préoccupation. On a des SCPI qui n'ont pas attendu le label ISR. Je vais en citer une qui est PFO2 de Perial, qui, dès sa création 2008 ou 2009 de mémoire, avait ce souci-là d'avoir des immeubles qui consommaient moins d'énergie. Et ils ont fait un vrai travail de fond auprès des locataires, surtout parce que là, c'est vraiment de l'éducation auprès des locataires, pour trouver des solutions pour consommer moins d'énergie. Et à chaque fois, chaque année, quand ils font une information à leurs associés, il y a un rapport détaillé sur les diminutions de consommation d'énergie qui ont été réalisées, etc. Donc la société aujourd'hui de gestion, bien sûr, prend tous ces éléments-là en compte quand elle achète un immeuble, et elle évite aujourd'hui ce qu'on appelle dans notre métier les passoires énergétiques. D'accord, merci. Tout à l'heure, tu as parlé du dénombrement de propriétés. Tu voulais revenir dessus? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors je vais essayer de faire simple. Un immeuble, on le détient souvent en pleine propriété. Cette pleine propriété, elle se décompose en deux aspects. D'abord, la nue propriété, sous-entendu, je détiens les murs, et l'usufruit, je détiens la jouissance, c'est-à-dire je peux habiter le bien ou je peux profiter des loyers que génère ce bien. Et donc, nous, on va avoir les deux catégories d'investisseurs. D'un côté, les nus propriétaires, qui vont acheter que les murs et qui, pendant une certaine période, ne vont pas bénéficier des loyers. Donc souvent, on parle de démembrement temporaire, c'est-à-dire que je fige une durée dans le temps. Ce n'est pas du viager. Je dis, moi, pendant 10 ans ou pendant 15 ans, je veux me couper des loyers. J'en ai pas besoin. Et donc, en contrepartie, je vais payer ma part beaucoup moins cher. Je vais pas quelque chose qui vaut 100, par exemple. Si j'ai pas de loyer pendant 10 ans, je vais
que le payer 70. Je vais avoir 30% de décote. Et ces 30% restants, c'est l'usufruitier qui va les payer parce que lui, il a besoin de revenus. Et l'usufruitier qui va toucher les loyers pendant 10 ans, au bout de 10 ans, il n'a plus rien. Donc lui, il a juste touché les revenus pendant 10 ans et au bout de 10 ans, il disparaît. Et le nu propriétaire qui a acheté à 70 quelque chose qui valait 100 récupère la pleine propriété au bout des 10 ans et va pouvoir percevoir les loyers ou revendre les parts de SCPI s'il le souhaite. Et donc ces deux montages-là répondent à des objectifs bien précis de la part de nos clients. La nue propriété, par exemple, ne rentre pas dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc si je suis à l'IFI ou si je suis très proche de l'IFI, il vaut peut-être mieux acheter la nue propriété de part de SCPI plutôt que la pleine propriété. Si je suis très imposé sur l'impôt sur le revenu et que je n'ai pas besoin de complément de revenu aujourd'hui, il vaut peut-être mieux que je détienne la nue propriété et que je décale la perception des loyers pour plus tard quand j'en aurai besoin. Comme ça, j'évite toute la partie fiscalité aussi pendant la période de détention. Donc tous les CGP qui gèrent des gens qui sont à l'IFI vont venir te voir pour acheter un démembrement de propriété, c'est ça? Alors, soit on fait du démembrement familial. Ah oui, ok. On peut avoir les parents qui achètent la nue propriété, les enfants qui vont acheter l'usufruit par exemple, ou l'inverse. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs, puisque c'est souvent les parents retraités qui, eux, ont besoin de revenus et les enfants pas tout de suite. Et oui, on peut faire du démembrement aujourd'hui sur une 50aine de SCPI, avec des durées très variables, entre 3 ans et 20 ans. Donc on est capable de s'ajuster en fonction des besoins des clients. Ok. Jérémy, il ne reste pas beaucoup de temps. Merci vraiment pour ton temps. Deux dernières questions. Est-ce que la taille d'une société de gestion, si je regarde la taille d'une société de gestion, c'est un indicateur de potentiellement la manière dont toutes les SCPI qu'elle peut me proposer? Plus la société est petite, moins j'aurai de choix et moins j'aurai de diversification et inversement, ou non, pas du tout? Oui, c'est un indicateur. Alors, il y a la taille de la société de gestion et la taille de la SCPI. Je peux avoir une société de gestion qui a une très grosse capitalisation, beaucoup d'actifs sous gestion et qui a peut-être qu'une SCPI ou 2 SCPI. Et à l'inverse, je peux avoir une petite société de gestion qui a 5 SCPI mais de petite taille. Donc je pense que la taille de la société de gestion, bien sûr, c'est important parce que quand on a des acteurs comme La Française, comme Perial, comme Sofidy, qui sont des gens qui gèrent plusieurs milliards d'actifs sous gestion, ils existent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont un vrai savoir-faire et ils l'ont démontré. Et 2, j'ai la taille de la SCPI. J'ai des SCPI aujourd'hui qui font plus de 3 milliards de capitalisation et j'ai des SCPI qui viennent de se lancer et qui ont 6 millions de capitalisation. Et ça va me donner un indicateur, c'est la diversification. Forcément, quand j'ai 6 millions à investir, je ne peux pas acheter 12 immeubles, donc je vais avoir peu d'immeubles et donc mon fonds va être très peu diversifié. Et à l'inverse, quand j'ai un fonds qui fait 3 milliards, j'ai peut-être 1000 immeubles et 3000 locataires, donc je suis extrêmement diversifié. Donc pour nous, la société de gestion, c'est le critère principal qu'on va regarder quand on va choisir des SCPI, c'est la qualité de la société de gestion. Il y a beaucoup trop de gens qui attachent trop d'importance aujourd'hui au rendement. On voit dans beaucoup de magazines, sur beaucoup de blogs, etc., des classements qui prennent en compte uniquement le rendement. Mais quand on achète de l'immobilier, il ne faut pas regarder que le rendement. Il faut regarder la qualité de la société de gestion, la qualité de patrimoine qu'on achète et où on investit. D'accord, merci. Alors là, ça va être une question pour toi, spéciale. On a parlé investissement, on a parlé diversification. Pour toi, quel est ton meilleur investissement hors SCPI aujourd'hui? Hors SCPI, ça va dépendre du souhait du client, de ses objectifs, de sa situation. Ça ne va pas être le même si j'ai 20 ans, si j'ai 25 ans, si j'ai 50 ans, et surtout l'horizon de placement. 2 exemples pour illustrer ce propos. J'ai envie de placer mon argent, je cherche beaucoup de rentabilité et je ne veux pas mobiliser mon argent trop longtemps. Alors là, je vais m'intéresser au crowdfunding immobilier, par exemple, qui propose souvent des rendements entre 7 et 10% sur des périodes entre 12 mois et 36 mois. Donc, je suis sur un investissement court et j'ai des rentabilités élevées. 2, j'ai envie de placer beaucoup d'argent
je peux mobiliser mon argent pendant 5-6 ans et je cherche des rendements élevés, je vais faire plutôt des fonds assimilés à des club deals. C'est ce qu'on appelle souvent des FPS, par exemple, des fonds professionnels spécialisés. Je suis obligé de mettre 100 000 euros minimum. Donc là, je suis considéré comme un investisseur averti ou un investisseur professionnel. Donc je suis capable de mettre 100 000 euros sur un seul fonds. Donc ça veut dire que j'ai une surface financière assez importante, hein, parce qu'il ne faut pas que cet investissement-là représente plus de 5% de mon patrimoine. Donc je suis sur un club deal. Donc à l'inverse d'une SCPI, alors il y a le crowdfunding où j'investis sur un seul immeuble. Et c'est ce qui plaît souvent aux jeunes, hein, c'est que j'investis en local, quoi. J'habite Bordeaux, tiens, il y a un immeuble qui se monte là au Quinconce, je connais très bien l'emplacement, je connais le promoteur, bon ben je peux mettre 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros sur ce projet-là parce que j'y crois. Et la SCPI qui est complètement diluée parce que j'investis dans des centaines, voire des milliers d'immeubles. Et le club deal, il est à mi-chemin entre les deux, mais beaucoup plus proche du crowdfunding parce que c'est souvent 1, 2, 3, 4, 5 immeubles maximum. C'est un fonds qui va faire 30 à 100 millions d'euros. Je réunis une poignée d'associés pour acheter ces immeubles-là. Ils investissent beaucoup d'argent chacun et on leur offre des objectifs de rendement entre 7 et 10%. Ah ben, parfait. Ben, tu nous donnes des idées, on parlera crowdfunding la prochaine fois. Avec Merci plaisir. Jérémy, c'était très instructif. Merci à vous. pour ton temps. Merci pour toutes les infos que tu nous as données. Samuel, je te laisse clôturer. Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, dans la room, on avait reçu Cédric O'Neill de Brix. Tu connais Brix.co? Ça te dit rien? En fait, c'est un type qui a eu l'idée de dire, au lieu de vendre des parts de société, tu mets de l'argent dans sa boîte et ça correspond à une part d'un immeuble, en fait. Donc, tu n'as pas de cession, tu n'as pas de frais de notaire, droit d'enregistrement. Donc, tu as virtuellement une part d'un immeuble. Et c'est très successful, sa boîte. On en entend beaucoup parler depuis son passage à Capital, je crois, il y a 2 semaines. Oui. Peut-être. Donc, en revanche, je ne peux pas emprunter. Donc, je mets que de l'argent que j'ai. Donc, son idée de Cédric, nous, c'est il y a 6 mois qu'on l'a interviewé. L'idée, c'est de dire, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas accès au crédit et donc pas accès à l'immobilier. Donc, je leur donne accès à partir de petits montants. Après, c'est amusant de voir tout ce qui se fait aujourd'hui avec la digitalisation de l'immobilier. Écoute, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est très instructif. Merci pour ton temps. Ça éclaircit un peu. Ça donne envie de travailler. Donc, si on veut travailler avec vous, qu'est-ce qu'on fait? On te contacte, on va sur le site Primalliance.com. Okay. Primalliance.com. Et là, on est contacté par un conseiller. On a Tom qui dit merci Tom pour ton écoute. Il est fidèle. Tom Delahaye. Donc, Tom, tu es dans les petits génies de l'immobilier? Exact. Ouais. Ok. Donc, Tom qui est le boss du créateur du groupe. Bon, bah, c'est super intéressant, merci. On va te taguer sur LinkedIn, partager ça. Écoute, super, merci pour ton temps. Reste en ligne 2 secondes, j'arrête la diffusion. Avec plaisir, salut messieurs. À très bientôt.